We're resuming debate. Reprise de débat. La députée de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur la motion de mon collègue de Châteauguay. Je tiens à préciser que si jamais il reste du temps, je vais le partager avec le député de Windsor-West. Vous savez probablement, Monsieur le Président, comme quelques-uns de mes collègues de ma chambre, cette chambre, que j'ai été militaire. Je me suis enrôlée le 11 mai 2002 comme réserviste, comme adjointe médicale. Et après, j'ai été quelque temps dans la régulière comme élève officier blindé. Je tiens à préciser que le fait d'avoir été militaire, ça fait de moi une personne vraiment différente. Ça a changé ma personne vraiment pour toujours. J'étais vraiment plus la même personne quand j'ai rentré dans les forces que quand j'en suis sortie. J'ai appris à travailler en équipe, même si parfois les personnes avec qui j'étais obligée de travailler, je les aimais pas. Il fallait que je travaille quand même avec eux. J'ai appris à prendre mes responsabilités, même si quelquefois c'était pas évident, même si quelquefois j'étais fatiguée. J'ai appris à pas blâmer tout le monde sauf moi. J'ai appris que quelquefois, il faut accepter nos erreurs, il faut prendre le blâme quand ils s'adressent à nous, à la place de blâmer tout le monde d'autre pour les problèmes qu'on a actuellement. J'ai appris à contrôler ma peur, mon stress. On n'apprend pas à ne pas avoir peur, on apprend à la gérer. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on n'a plus peur, c'est là qu'on devient imprudent, puis le fait de ne plus avoir peur, c'est ce qui peut nous coûter la vie. J'ai appris à dépasser mes limites, à me surpasser, et toutes ces habiletés-là font de moi une personne différente et plusieurs, je dirais la majorité des vétérans qui ont passé par les forces armées ont aussi appris à être différents. On dit souvent qu'on est militaire un jour, on l'est pour toujours, et c'est vrai. Pour toujours, les personnes avec qui on a servi, ça va être nos frères puis nos sœurs. Pour toujours, on va avoir une relation spéciale avec ce que signifie le drapeau canadien. À tous les jours, pour le reste de notre vie, on va avoir une émotion particulière quand on va entendre l'hymne national, le Haut-Canada. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi fière à tous les mercredis de le chanter. Même si je n'ai pas une voix extraordinaire, ça me fait plaisir de le chanter. Ce qui est différent aussi, c'est que quand on est militaire, même si on ne croit pas à une mission au niveau politique, parce qu'on s'entend que les militaires ont des opinions politiques, on veut quand même y aller, parce qu'on ne veut pas laisser nos frères, nos sœurs, avec qui on se bat à tous les jours, tout seul, là-bas. On veut participer, même si au final, on ne croit pas à la raison politique d'une mission qui a été prise par les dirigeants qu'on sert. On s'aide, on supporte entre nous. Je me rappelle, même si à l'époque, je pesais 110 livres, je ne dirais pas le poids que je pèse maintenant, mais bon, à l'époque, j'étais toute petite. J'ai pris, à un moment donné, un deuxième rucksack, je l'ai mis en avant de moi parce qu'un de mes collègues s'était blessé, puis j'ai marché avec ça. C'est 2 fois environ 80-60 livres. Et je l'ai fait. J'ai pris, à un moment donné, la mitraillette, C9, qui est beaucoup plus lourde. J'ai donné mon arme à un autre de mes collègues qui était beaucoup plus légère parce qu'il s'était blessé, puis je voulais qu'il y ait un peu moins de poids à transporter. On prend soin l'un de l'autre. Et on fait la même chose quand c'est dans la tête que ça ne va pas. On essaie de supporter du mieux qu'on peut. Mais il y a un problème quand il y a trop de personnes qui ont des problèmes dans la tête, si on peut dire, qui souffrent, à un moment donné, quand toi-même tu as mal, quand toi-même tu es blessé, tu ne peux pas aider autant tes autres collègues. À un moment donné, il vient qu'il y a un déséquilibre et là, il y a un problème. Le nombre d'histoires que j'ai entendues qui n'ont pas d'allure sont quand même assez surprenantes. J'ai un collègue qui m'a parlé de quand il était au Rwanda, quand il a vu la rivière qui était rouge complètement de sang avec les corps qui flottaient. C'est des images qu'il a dans sa tête pour le reste de sa vie. On m'a parlé aussi de quand, en Yougoslavie, il a décloué des corps qui étaient cloués sur des murs. Ça aussi, ça reste le reste de ta vie dans ta tête. Les gens m'ont parlé de blessures, juste pas imaginables, m'ont parlé d'odeurs qui restent pour le reste de leur vie. Toutes ces images-là restent dans la tête. Mais pourquoi on m'a raconté ça? Mais peut-être parce qu'on avait l'impression que j'étais capable de comprendre, que j'étais capable de savoir un peu qu'est-ce qu'il en était, que j'étais capable d'écouter sans juger mes collègues.
malgré tout ça, souvent on parle des raisons pour lesquelles on est rentré dans les forces, mais on ne parle pas des raisons pour lesquelles on a quitté. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler. Je tiens à dire que tous les gens qui portaient un uniforme, c'était des gens qui étaient vraiment merveilleux, qui étaient dédiés à la tâche, et j'ai absolument aucun reproche à faire à toutes les personnes qui portaient l'uniforme avec qui j'ai servi. Mais je me suis rendu compte, après avoir été mis sur le peloton d'attente, à cause de différentes raisons, que ceux qui gèrent, ceux qui administrent, ceux qui ne portent pas d'uniforme, bien, quelquefois, ils sont complètement, quelquefois, même souvent, ils sont complètement déconnectés de la réalité puis des besoins des gens qui vivent concrètement sur le terrain. Et ça, parce qu'à l'époque, j'étais supposée devenir officier, j'étais élève officier, je me suis dit, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable de l'expliquer aux soldats. Je ne serais pas capable, quand un soldat va venir me voir, va venir me dire pourquoi ça fait 1 an que mon dossier médical est en attente, pourquoi ça fait 1 an que j'attends. Je ne serais pas capable de lui expliquer pourquoi le gouvernement n'agit pas. Je ne serais pas capable. Et j'ai finalement, au départ, je voulais rester, puis j'ai finalement choisi de quitter. Et savez-vous, Monsieur le Président, la première chose que j'ai faite en quittant les forces armées en décembre 2005, j'ai été candidate aux élections fédérales pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue pour le NPD. C'est une des premières choses que j'ai faites. J'ai décidé que j'allais me battre pour mes anciens frères et sœurs, que j'allais essayer de faire la différence pour eux. J'ai décidé de me battre pour des choses qui étaient chères pour moi. J'ai décidé de me battre pour ma région d'origine qui m'avait vu grandir. J'ai décidé de me battre pour les gens qui m'avaient vu grandir. Et ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir le faire. C'est une manière qui est différente de se battre, mais je pense que c'est une manière qui est tout aussi importante. On apprend aux soldats à se battre, à faire la guerre. Ils deviennent des experts là-dedans. Mais on ne leur apprend pas à se battre avec des crayons, avec des fonctionnaires, avec des formulaires, avec des procédures qui n'en finissent plus. Les vétérans l'ont dit, ils ont l'impression de se sentir en guerre avec leur gouvernement. Imaginez, vous souffrez mentalement à cause de toutes les images qui n'ont pas d'allure que vous avez dans la tête, à cause des horreurs auxquelles vous avez combattu, puis quand vous demandez de l'aide, bien, tout ce qu'on semble vouloir faire, c'est vous nuire, vous compliquer la tâche, vous pitcher d'un bord puis de l'autre, de jouer à chercher les papiers d'un bord puis de l'autre. On vous dit d'aller vous chercher de l'aide sur Internet et au téléphone. C'est déjà dur de parler en personne à quelqu'un que vous connaissez, à vos proches, de ce que vous avez vécu. C'est déjà dur de parler en avant de quelqu'un qui a un regard compatissant. Puis ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, essayez de faire ça par Internet, par téléphone, de parler de vos émotions par Internet puis par téléphone. Ça n'a pas d'allure. Puis si vous réussissez à avoir de l'aide par un professionnel, bien, il y a des bonnes chances que ce professionnel-là, il soit épuisé et à bout parce qu'on n'arrive jamais à engager les professionnels qu'on est supposé engager. Dans cette situation-là, est-ce que c'est si surprenant que la détresse conduise peut-être certains au suicide? Le ministre il dit que c'est incorrect de relier les suicides aux fermetures des centres. Mais moi, ce que je dis qui n'est pas correct, c'est que c'est pas correct de ne pas se poser la question si en fermant ces centres-là, on ne va pas augmenter le risque de détresse psychologique, de suicide. Ça, c'est pas correct. Et il devrait dire, on met un stop. On demande aux soldats d'être courageux, de se battre. On a demandé aux soldats de ne pas avoir peur de perdre leur vie pour leur pays. Mais maintenant, on a des députés conservateurs qui, eux, ont tous trop peur, sont pas capables de se lever debout, de dire au premier ministre, de dire au ministre des Affaires des anciens combattants que c'est pas la chose à faire. Est-ce que c'est ça? Il manque d'honneur pour être capable de le dire. Moi, je trouve ça inacceptable. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que je crois que tous les députés devraient adopter la motion du NPD. Tous les députés devraient dire « Non, c'est pas vrai qu'on va abandonner nos anciens combattants. » Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments. The honourable member for Malpeque. Thank you, Mr. Speaker. And I just wanted to say, while the member was speaking and she was talking about how the military changed her, I really felt I wanted to applaud at that point, because I think, and there's other people from the military and all parties in here, I expect, feel the same way, and that
that sense of pride and appreciation for the military that she showed in her remarks is really commendable, and I want to say that at the beginning. Mr. Speaker, my question to the member, and she talked a fair bit about the difficulty of calling a government number or even talking to an individual and getting the response that, well, go on the internet or call another number. You know, Mr. Speaker, I come into the farm movement, and in the 80s there were some very tough times, and we had farm stress hotlines to prevent suicides. And I'll tell you, when those calls are made, when people are under stress, regardless of the occupation, and I would say especially so in the military, there has to be a live person on the other end. There absolutely must be. And I just ask the honourable member if she could maybe express a little more on the difficulty and the stress of being one of those individuals who's making a call for help and doesn't get an adequate response. La députée de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que je l'ai expliqué un peu dans mon discours. C'est déjà très difficile de demander de l'aide, d'avouer que ça ne va pas bien. C'est déjà très difficile de parler de ses expériences en face d'une personne, même si c'est quelqu'un qui en a entendu d'autres, qui comprend c'est quoi le domaine militaire. Imaginez maintenant que vous vivez cette détresse-là, que vous n'êtes même pas capable de parler à quelqu'un en face. Et là, ce que vous faites, vous téléphonez, et la première chose que vous entendez, c'est pour le français, appuyez sur le 1. Pour English, press 2. Écoutez, c'est déjà tellement difficile, ça n'a pas de sens. Les gens sont en détresse, ils pensent à mourir, ils ne sont même pas capables de parler de ce qu'ils ont vécu avec souvent leur épouse, parce que c'est trop difficile, parce qu'ils ne veulent pas attrister leurs proches avec les expériences difficiles. Et on n'est même pas capable d'avoir quelqu'un au téléphone qui va répondre directement. C'est ridicule. Et ce que ça risque de faire, c'est qu'une personne risque de raccrocher. Elle a pris son courage pour téléphoner. Au moment qu'elle entend ça, le courage lâche, les jambes lâchent. Et non, on n'est plus capable de parler. On décide de raccrocher. Et peut-être que c'est une personne qu'on ne réussira pas à réchapper de sa détresse.